Dans cette vidéo exclusive, nous vous partageons un moment fort, un live intense et de haut niveau avec Papa Kadidja. À quelques jours de la grande mobilisation nationale prévue le 30 août 2025, il livre des analyses franches et critiques sur la situation sociopolitique du Togo. Entre appels à la réflexion et messages de détermination, cette discussion éclaire les dernières lignes droites d'un rendez-vous décisif pour l'avenir du pays. Bien, mon cher Papa Kadidja, bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, ce sera un live très intense, un live d'un haut niveau, un live vraiment intellectuel, mais qui est centré sur la situation politique dans notre pays. Et donc, vous êtes là, vous allez nous décortiquer les choses, vous allez nous expliquer les choses en ce qui concerne que ce soit la Constitution, que ce soit les marches, etc., etc., etc. Alors, donc, Monsieur Papa Kadidja, bonsoir. Bonsoir, doyen, bonsoir à tous ceux qui sont en ligne et merci pour l'intérêt et l'invitation. Merci beaucoup. Et donc, avant toute chose, il est de bon ton que je vous présente à mes abonnés et à tous ceux qui nous suivent sur cette plateforme. Et peut-être ils auront besoin de vous connaître un peu. Et Papa Kadidja est bien connu sous le nom de Papa Kadidja, comme je l'ai dit, mais son nom, c'est Madi Diabakate. Donc, c'est son nom pour ceux qui veulent être protocolaires. Bien, dans les deux cas, vous avez toujours le même visage que vous voyez devant vous. Il est politologue et essayiste. Et Papa Kadidja, vous êtes un expert des dynamiques politiques, des droits fondamentaux et des transitions démocratiques en Afrique. Vous incarnez la pensée critique ancrée dans l'action, mêlant plaidoyer pour les droits humains, réflexion sur la réconciliation nationale et analyse des mécanismes de prévention des crises politiques, sous-entendu. Vous articulez votre engagement académique, professionnel et militant autour de la justice, de la gouvernance inclusive et de la consolidation de l'état de droit. Entre autres, votre ouvrage intitulé « 55 ans de vie constitutionnelle au Togo », paru en 2016, retrace l'évolution institutionnelle de votre pays natal, mettant en lumière les tensions entre pouvoir et démocratie. Voilà, brièvement présenté, mais je vous présente aussi les ouvrages que Papa Kadidja a déjà eu dans son palmarès. Bien, je vous donne les titres des ouvrages et les années. Premièrement, le rôle de la Cour pénale internationale en Afrique, paru aux éditions Harmattan en mars 2014. Deuxièmement, l'autorité électorale à l'épreuve de l'alternance démocratique au sommet de l'État, paru aux éditions Harmattan en octobre 2015. Troisième ouvrage, 55 ans de vie constitutionnelle au Togo, paru aux éditions Aoudi en avril 2016. Quatrième ouvrage, J'affirme. Donc cet ouvrage est apparu aux éditions CGDPC en mars 2018. Et il me semble que le dernier ouvrage, le cinquième, c'est Le Proposant aux éditions CGDPC en juin 2019. Mais, monsieur Papa Kadidja, vous êtes prolifique, hein, parce que tous ces ouvrages-là, c'est en une année où, bon, il n'y a pas tellement d'espace entre les années où vous les avez écrits, vos livres. Mais vous, d'où vous vient cette inspiration, pardon? Bon, je pense que c'est l'actualité togolaise, l'actualité africaine qui donne toujours la motivation, l'inspiration. Et c'est vrai que bon, on fait l'effort d'être régulier. Il est vrai que sur les 5 dernières années, j'ai un peu paressé, j'ai pas publié.
même si j'ai beaucoup de manuscrits sous la main. Aujourd'hui, on parle de tapisserie, j'en ai plein sous la main. Mais l'idée, c'est que parfois, il faut publier quelque chose dans la dynamique de l'actualité, quelque chose qui répond réellement à un besoin de l'actualité. Donc, c'est un peu l'idée qui est sous-tend cela. Mais l'autre réalité africaine aussi, c'est qu'à un moment donné, on comprend que l'Africain aime aussi l'oral, au point où on se dit, bon, on écrit, mais aussi il faut parler. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a trouvé d'autres créneaux pour continuer par quand même maintenir les choses. Et donc, de temps en temps, des posts et autres pour maintenir quand même l'actualité. Et je remarque que vos ouvrages sont basés sur la démocratie et la bonne gouvernance. Est-ce que vous êtes dans le domaine pour écrire un livre sur la démocratie, sur le plaidoyer en Afrique s'agissant des conflits, etc. Il faut être vraiment dans le domaine. Oui, je dirais que, bon, sans aller trop dans les détails, je dirais que mes expériences professionnelles, mon intérêt pour le sujet font effectivement que je suis très, très ancré sur ça. Et pour moi, il y a un élément important, qu'on veuille ou pas, l'état de droit est très important si on veut vraiment construire ou développer nos pays. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de voir ce qui se passe chez nous, ce qui se passe dans d'autres pays africains, et même ce qui se passe ailleurs, pour toujours conseiller ce qui est le mieux, ce qui est le bon dans l'intérêt commun à nous tous. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai, j'ai travaillé dans des pays en guerre, j'ai travaillé dans des pays en reconstruction, je travaille avec des gens qui sont affectés par la guerre au quotidien, des gens qui ne peuvent pas retourner dans leur pays pour plusieurs raisons. Donc, tout cela apporte quand même de la matière, de l'information. Mais comme vous le savez aussi, parfois, on rencontre beaucoup de choses, mais qu'on laisse pour un autre moment pour en parler, parce que parfois c'est trop vivace ou parfois ça peut mettre à risque même les gens avec qui on a échangé. Mais essentiellement, je me nourris de mon environnement, tant professionnel que personnel. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous fais écouter une vidéo dans laquelle Amron a minimisé, a fait une vidéo de façon ridicule. Et dans la vidéo, il dit qu'il a rêvé. Et c'est pour la marche du 30 août. Donc, écoutez-le un peu. J'ai vu M. Paco Madjourouvi, bizarrement dans mon rêve, le ministre des Droits de l'Homme. Il est sorti marcher. Il y avait des gens derrière lui. Parmi les gens qui étaient derrière lui, j'ai vu des représentants français, des ressortissants français, tout, ils marchaient avec lui. Dans mon rêve. Et je me suis approché de lui. Je l'ai salué. Bonjour, monsieur le ministre. Ah, ravi de voir que vous-même êtes sorti marcher pour ce 30 spécial. Il m'a dit, oui, bien sûr. Et c'est lui qui me renseignait qu'en effet, le 30 août 1956, la France avait fait du Togo une république autonome. En 1956, le 30 août 1956, la France avait fait du Togo une république autonome. Bien, c'est avec ironie que Amron a dit cela. Je sais pas ce que vous pensez de son rêve, où il a parlé du ministre Adjourouvi, le grand menteur de la République. Je sais pas comment son rêve est allé sur le ministre Adjourouvi. Et puis, il n'est pas le seul, il a cité certains qui, pour lui, il dit que ces gens-là vont prendre part à la marche du 30 août. Vous, comment vous interprétez son rêve? Alors, je pense que c'est très intéressant. On dira alors les rêves du fou de la République. Parce que c'est possible, grâce à la qualité du personnel de Zébevi qui a pu le guérir très rapidement pour lui permettre de faire des rêves. Et je pense à Amron qui est celui de Martin Luther King qui a fait I Have a Dream, ou Barack Obama en parlant des rêves de mon père. Donc, Amron essaie aujourd'hui de jouer
avec ceux qui ont voulu jouer avec lui. Et parce que Amron, aujourd'hui, il sait qu'on va trouver tout prétexte. Et d'ailleurs, même fondé ou non fondé, ce régime pourra faire tout ce qu'il veut. Là où Amron veut nous appeler tous, c'est celui de dire que tous les Togolais doivent pouvoir sortir le 30 août pour ce Togo nouveau. Et ce Togo nouveau, ce n'est pas pour Amron seul. Ce n'est pas pour ceux qui aujourd'hui se réclament de l'opposition. C'est pour tous les Togolais, y compris Adjouvi, qui n'a jamais vu de torture au Togo, qui n'a jamais vu de violation de droits humains. Alors qu'il est ministre des droits de l'homme, je me pose beaucoup de questions. Alors qu'il est avocat, je me pose également beaucoup de questions. Mais rien ne nous étonne plus aujourd'hui avec les élites que nous avons. Donc, cet appel, ce rêve, je pense, c'est un rêve. Nous avons le devoir de rêver en tant que citoyens. Nous avons le devoir de rêver pour un Togo meilleur. Et à ce titre, le rêve d'Amron est un rêve qu'il invite tout le monde à partager, que nous devons tous partager, en la date du 30 août. Maintenant, d'autres, j'ai vu certains rêver qu'ils pourront faire le sport le 30 août. J'ai vu ça circuler il y a peu. Tout à fait. J'ai vu. Il y a... oui, il y a une circulaire du ministre des Sports, monsieur, comment il s'appelle, docteur Lydie Bessikama, ministre des Sports et des Loisirs, qui a fait un communiqué appelant tout le monde le samedi de 7h à 10h pour une marche. Je crois que c'est la 34e édition. Et on se demande pourquoi brusquement c'est ce jour-là qui est retenu pour la marche. Est-ce qu'il n'y a pas la peur derrière tout ça là? Non, la première question, c'est de savoir c'est quel ministre de quelle république. Justement, parce que c'est une question qui se pose. Aujourd'hui, nous sommes là et ces ministres sont démissionnaires. Donc, les Togolais aujourd'hui n'ont pas besoin de sport. Quand on a faim, ce n'est pas le sport le samedi qui va nous remplir le ventre. Quand on va aller faire le sport et après, non. Aujourd'hui, ce que les Togolais ou les jeunes attendent du ministre des Sports, c'est une politique de sport. C'est une politique structurelle, sectorielle. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir il y a 20 ans. Il est venu quand les Chinois avaient construit Kégué pour son père et le stade omnisport est là. Qu'est-ce que Faure Gnassingbé a construit en termes d'infrastructure pour le sport depuis 20 ans? Et qu'aujourd'hui encore, la seule chose qui peut mettre au bilan, c'est que la volonté des Togolais d'aller marcher. Je ne pense pas. Ce qu'on attend du ministre des Sports, si elle est reconduite, cette dame, c'est qu'elle fasse mieux. Donc on voit le Togo qualifié pour des compétitions, pas seulement au football et autres. Donc, disons que d'abord, on ne sait pas quelle est la qualité du ministre qui appelle parce que le gouvernement est démissionnaire et je ne sais même pas à quel titre elle fait ça. Et donc, c'est clair que la date du 30 août, tous les moyens seront utilisés pour démobiliser, pour décourager les gens. Et rien n'est surprenant. C'était prévisible que des actions seront initiées. Mais si, tant qu'on y est, puisque les Togolais sont invités à sortir le 30 août, tous les Togolais vont sortir. Ceux qui ont envie de marcher pour avoir une bonne santé le feront. Ceux qui ont envie de marcher pour montrer que le pays ne marche pas le feront. Mais à la fin de la journée, on est tous conscients d'une chose. Ça ne va pas. Et parce que ça ne va pas, au lieu de trouver des parades, au lieu de faire des jérémiades ou des gesticulations, il faut apporter les bonnes réponses. Et surtout à qui? À la jeunesse. Cette jeunesse à qui malheureusement Faure Gnassingbé ne parle jamais. Je me rappelle, il y a un an, il était en Corée où il a dit que sa jeunesse était inconsciente ou quoi, et qu'il n'a jamais parlé à sa jeunesse. Et la dernière fois, il était au Japon. Il a parlé, mais depuis que les Togolais parlent, au lieu de les écouter, il ne fait que faire la sourde oreille. Donc, il ne sert à rien de tourner autour du pot parce que les Togolais sortiront le 30 août pour exprimer leur indignation face à tout ce qui se passe et que moi j'appelle le processus de contrebande. Et ils continueront tant que Faure Gnassingbé n'entendra pas et ne prendra pas acte de ce qu'ils lui demandent. Donc, tant qu'on y est, on risque d'avoir tous des marches chaque dernier samedi du mois si Faure Gnassingbé n'écoute pas ce qu'aujourd'hui la jeunesse dit. Et je pense qu'il n'a pas besoin de dormir avant d'avoir les mêmes rêves qu'Amron.
il faut que lui se réveille. Si ces jeunes rêvent, il faut que lui se réveille rapidement pour répondre à sa jeunesse. Donc, j'apprécie la langue et le style qu'il utilise. C'est assez innovant et c'est assez particulier. Je pense que il fait du renouveau dans l'approche sur plusieurs choses et ça a l'impact qu'il faut. Ce n'est pas le politique classique, mais c'est du politique citoyen avec des méthodes et approches citoyennes focalisées sur la non-violence. Je pense que c'est un élément très important. Merci beaucoup, mais dans le même ordre d'idée, Madame Yakadé vient de sortir pour appeler à la marche, pour soutenir la marche d'ailleurs. Écoutez-la. Chers compatriotes, le 30 août 2025, je ferai ma part. Je marcherai sur les trottoirs aux côtés de la jeunesse togolaise avec la volonté ferme de dire non à la peur, non à la répression, non à l'injustice, non à la mauvaise gouvernance, non à l'impunité, oui au départ de Faure Gnassingbé. J'invite donc tous les Togolais qui se sentent concernés par l'avenir de notre pays à sortir marcher sur les trottoirs. Sortons avec dignité, sans violence, mais avec détermination. Chaque citoyen compte. Père, mère, retraité, militaire comme civil, religieux, jeune. Chacun peuple. Et ce peuple, c'est nous. Je vous remercie. L'appel de Madame Yakadé pour la marche du 30 août. Ben, cette dame-là, selon vous, où est-ce qu'elle peut aller? Est-ce que ce n'est pas osé de sa part? Parce qu'elle dit qu'elle aussi, elle va sortir pour marcher. Comment cela peut être possible face à ces soldats brutaux? Est-ce qu'on peut la laisser aller à la marche? Selon vous, oui, je pense que Madame Yakadé mérite notre respect et admiration parce que, vous savez, nous qui ne sommes pas alliés à la famille Gnassingbé, mais qui subissons des pressions de la part de nos parents et autres, à chaque fois qu'on parle de ce régime, alors imaginez quelqu'un qui a ses attaches avec ce système, qui a ses attaches avec cette famille et qui a le courage de critiquer cette famille. Je pense que nous devons du respect à cette dame. Et je ne vais pas utiliser, je ne sais pas quel thème utiliser, mais je ne dirais pas qu'elle a des couilles, mais je dirais qu'elle a des couilles en or. Pour dire que c'est vraiment une femme qui s'assume et progressivement, elle déroule et maintient le cap. Parce qu'au début, on a vu des écrits, les gens n'y croient pas. Aujourd'hui, même où les vidéos sont là, les gens continuent par dire que c'est tellement irréel qu'ils ont envie de dire que c'est l'intelligence artificielle. Mais pourtant, c'est elle qui le dit. Et je pense que Mme Yakadé, d'abord, dénonce des mots que beaucoup d'entre nous ont toujours dénoncés. Mais elle vient avec une certaine voix qui confirme ce que beaucoup d'entre nous disent. Donc, occasion aussi de la remercier pour ce qu'elle est en train de faire. Et maintenant, marcher, je pense qu'à un moment donné de la vie, quand on s'engage, on est conscient des risques qui peuvent en découler et on les assume. Donc, pour ma part, si Mme Yakadé a pris la décision de marcher au bord du trottoir comme tous les Togolais le veulent pour ce week-end, elle le fera. Bien sûr, peut-être que les gens vont tenter de l'empêcher, mais je dirais qu'il est dans leur intérêt de la laisser faire. Ce serait mieux que de chercher à l'empêcher, parce que on l'aura empêché cette fois-ci, elle reviendra après, ainsi que beaucoup d'autres Togolais. Et il ne sert à rien de continuer à terroriser, de mettre la menace un peu partout, parce que aujourd'hui les langues se délient, les gens parlent, les gens ont des créneaux, des canaux par lesquels ils disent ce qu'ils pensent. Et ils partagent aussi leur vision, leur peine par rapport au contrat citoyen. Donc, Mme Yakadé, je pense qu'elle a boosté la mobilisation d'ailleurs en annonçant qu'elle sera aussi de ceux qui feront leur marche le samedi 30 août 2025. Donc, c'est vraiment très encourageant de sa part. Oui,
C'est courageux de sa part. Bien, je voudrais vous dire que de montrer la vidéo de Madame Nyakade, elle est assise, elle parle, elle n'a rien dit de grave. Et Papa Kadidja, dans un contexte où les libertés publiques semblent restreintes, quelles sont les conséquences pour les jeunes générations en termes d'engagement citoyen et de vision du futur? Oui, pour être cru, je dirais que tout est à refaire pour les jeunes. Parce que aujourd'hui, la jeunesse a perdu cette volonté de se battre, cet idéal d'appartenir à un pays, de rêver d'un pays, de rêver d'un avenir. Malheureusement, ça décourage. Aujourd'hui, quand vous voyez tous ces jeunes qui sont arrêtés parce qu'ils se sont exprimés, tous ces jeunes qui sont, partons d'Affectio, qui a juste dit, fait un poème pour dire aux gens de faire sa part, partons de ceux qui étaient en live, kidnappés à la maison. Donc, quand vous voyez tout cela, c'est vrai que la jeunesse togolaise a l'impression qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a rien, qu'il faut continuer avec ceux qui sont aujourd'hui aux commandes. Donc, la seule voie qui s'ouvre à la jeunesse, c'est que, comme Amron, elle se doit de toujours rêver. Et pour rêver, il faut qu'elle puisse mettre de côté ce qui l'empêche de dormir profondément pour bien rêver. Donc, il faut aujourd'hui que la jeunesse pense à changer les choses si elle veut demain. J'ai l'habitude de dire aux gens que nos parents nous ont légué le combat pour un Togo démocratique. Mais nous avons la responsabilité de ne pas léguer cet héritage à nos enfants. Il faut que ça s'arrête à notre niveau. Ce n'est pas ce qui nous a... Laissons nos enfants grandir, laissons nos enfants avoir un rêve, laissons nos enfants espérer. Et cela n'est possible que dans un pays où on sent vraiment que la jeunesse est encouragée, la jeunesse est appuyée, la jeunesse est supportée. Et quand vous voyez tout ce qu'il y a comme restriction aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, cette même jeunesse à qui on dit ne fait pas la politique, certains se réfugiaient aujourd'hui dans le monde grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, ils faisaient beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, tous ceux qui disaient que je ne fais pas la politique, aujourd'hui, Internet leur dicte sa politique. Internet, bien sûr, à la taupe. Donc, ça veut dire que la jeunesse togolaise, on lui montre un avenir obscur, un avenir nuageux, mais c'est aussi pour elle l'occasion de voir si c'est vraiment cet avenir qu'elle mérite. Et si elle ne le mérite pas, elle commence, en tout cas comme on le voit, par revendiquer et appeler au type d'avenir. Heureusement, la réalité du terrain est là. On ne peut pas parler, on est en train de signaler votre live. Au même moment, on nous dit que nous sommes dans un... Il y a une liberté de droit et tout ça là. Donc, la jeunesse doit prendre acte. Aujourd'hui, ce n'est pas à nous de... Les jeunes Togolais sont assez intelligents. On n'a pas besoin de leur expliquer avant qu'ils ne prennent conscience des réalités, avant qu'ils ne voient les perspectives. Nous, quand on sait déjà, on a des grands frères qui avaient perdu toute foi en l'avenir. Mais depuis 20 ans, des jeunes, disons que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, tous les enfants qui sont nés en 2005 ont aujourd'hui 20 ans. Donc ça veut dire que c'est des enfants qui normalement devaient grandir autrement ou même devraient avoir un nouveau contrat social sous leurs yeux, malheureusement. Il a été proposé en 20 ans, sinon les mêmes discours, les mêmes rengaines pour finir par dire un enfant ne fait pas la politique, pour finir par dire il faut se taire. Donc, les jeunes Togolais aujourd'hui, ils voient ce qui se passe chez les voisins, ils voient ce qui se passe dans d'autres pays. Et ça, justement, c'est ce qui les amène à se dire, nous aussi, on a droit à cela, nous aussi, on peut espérer cela. Donc, c'est clair que la jeunesse est consciente de sa situation et est consciente que la responsabilité lui revient à elle de faire changer sa situation. Donc, c'est une question de servitude volontaire ou non. Bien, les récents cas de torture et d'assassinat signalés en juin et juillet 2025 soulèvent de vives inquiétudes, notamment face au silence de la Commission nationale des droits de l'homme. Quelles sont selon vous les conséquences d'une telle absence de réaction sur la confiance des citoyens
dans les institutions chargées de protéger leurs droits. Est-ce qu'il y a encore une confiance? Je n'y crois pas. Même un communiqué du gouvernement togolais, beaucoup de Togolais n'y croient pas. C'est-à-dire, on va arriver à un moment où même un reportage, les gens ne vont pas y croire parce que on est resté dans un contexte où les gens ont toujours trouvé des artifices. Vous avez suivi tout comme moi l'avocat Adjurovi, d'abord sur France 24, qu'ils ont fait bloquer par la hack à Lomé, où il a eu le culot de dire qu'aucun cas de torture ne lui a été rapporté, tout ça. Un ministre des droits de l'homme, quelqu'un qui se dit ministre des droits de l'homme, quelqu'un qui est avocat de profession, quelqu'un qui est docteur en droit public, qui vient tenir de tels propos. Dans ce contexte aussi, nous avons vu un communiqué du gouvernement qui a même dit que, d'abord, que les gens s'étaient noyés sans avoir fait d'enquête. Dans la lagune, oui. Le procureur vient nous dire qu'il va ouvrir une enquête, mais il connaît déjà les conclusions que ces gens-là s'étaient noyés. Donc, quand vous suivez tout ça, vous vous demandez quel respect nous avons pour les familles éplorées, quel respect nous avons pour nos concitoyens quand nous faisons cela au vu au su de tout le monde et on est conscient que ça ne va pas. On a des vidéos de ces exactions. Les gens nous ont dit que c'est de l'IA. On a des gens qui ont été tabassés à côté, qu'on a retrouvés, dont on a écouté tous les confessions. On nous dit que des enquêtes sont en cours. Ça m'amène à un constat que je disais depuis que le ministre Yak était à son poste là, il a tellement ouvert d'enquêtes en cours qu'il est parti, aucune enquête n'a jamais été résolue. Et même après son départ, ces enquêtes restent toujours non résolues. Oui. Donc, aucune enquête n'a abouti et je me demande si des enquêtes ont été lancées, ont été commencées. Effectivement, donc au Togo, seulement les enquêtes aboutissent quand le procureur veut s'en prendre à quelqu'un qui est contre le système, à quelqu'un qui n'a. Voilà, le procureur, il est vite informé, il met les initiations et il y a le script qui est tellement zélé qui peut te torturer avec, comment dit-on, autorisation spéciale, tout ça là, pour arriver à leur fin. Maintenant, donc, on voit tout cela, on est en droit de s'interroger sur la confiance que nous pouvons avoir en nos institutions. Si le gouvernement peut sortir un communiqué, quand les gens ont vu comment est-ce que certains de ces enfants se sont retrouvés comme ça, pour justifier et créer quelque chose, c'est grave. J'ai l'habitude de dire aux gens que l'actuel président de la CNDH était l'avocat de l'État togolais au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO quand les citoyens togolais portaient plainte et autres. Donc vous imaginez, on a beau me dire qu'il est dans un nouveau rôle, je suis un peu perplexe. Nous avons vu mon grand frère, le président Kounté, quand il a fait son rapport dans ce pays, on a vu l'impression, il a gardé sa position. Le gouvernement, ça d'ailleurs confirme d'ailleurs les mauvaises pratiques au Togo, puisque le gouvernement avait falsifié son rapport. N'eût été qu'il ait publié lui-même le rapport, on serait resté dans une situation de cacophonie jusqu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la seule chose que j'ai vue, c'est un soi-disant rapport de la CNDH qui sont allés soumettre au président de l'Assemblée nationale et nul n'a aucun détail sur le contenu de ce rapport. Alors, ça m'amène à une préoccupation fondamentale. Si la CNDH fait son mandat et va dans les lieux de détention et ne fait rien à la fin de la journée, elle va juste pour dire j'étais là, j'ai vu. Mais en réalité, on ne voit rien, ce qui est dénoncé parce que les gens ont été torturés. Et même si vous avez des problèmes d'yeux comme moi, vous n'avez pas besoin de verre pour voir après les traces que les gens ont sur leur corps après avoir été détenus. Vous n'avez pas besoin de verre
pour voir les images qui circulent et voir ce qui a été fait aux gens. Donc, ça montre que la CNDH elle-même, elle est dans une posture qui fait perdre toute confiance et crédibilité en elle. Elle a aujourd'hui un triple A que peut-être il faut aujourd'hui contester parce que de par le passé, les autres institutions ont considéré qu'elle était crédible, mais j'ai l'impression que l'équipe dirigeante actuelle de la CNDH n'arrange en rien et elle est du même acabit que notre ministre des Droits de l'Homme, ancien avocat, qui se livre à des mensonges en direct sur des chaînes internationales. Donc, aujourd'hui, la confiance, elle n'est pas là. N'eût été des structures comme la Ligue togolaise des droits de l'homme et les différentes autres organisations qui aujourd'hui essaient de documenter et d'accompagner les victimes de ces violations, on peut dire que nous n'avons pas d'institution publique aujourd'hui en laquelle il faut croire quand il s'agit de sauver nos droits. Et pour couronner le tout, l'ancien ministre des droits de l'homme, secrétaire général du gouvernement sortant, Trimoua, a eu même le culot de tout. Il n'y avait pas de données politiques au Togo. Encore un avocat, encore un juriste, et ça fait poser beaucoup de questions et ça fait douter de la crédibilité aujourd'hui de tous ceux qui s'occupent du droit de l'homme dans le gouvernement ou dans le ministère de Fonya Singbe. On constate que en réalité, ce sont plus des gens qui sont là pour défendre un système et qui sont là pour raconter n'importe quoi pour pouvoir justifier l'injustifiable. Justifier que les forces de sécurité torturent des gens. Justifier que on pourchasse des gens. Justifier qu'on va dans des maisons des gens pour s'en prendre à eux. Tout cela, un gouvernement qui le trouve normal, qui le trouve sérieux. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse réfléchir et se demander si vraiment nous devons prendre ces gens au sérieux ou leur accorder une certaine crédibilité à l'avenir quand ils parleront. C'est ça. Merci, Papa Kadidja. Et maintenant, nous allons parler de prisonniers. Vous savez qu'au Togo, dans les geôles de la dictature, il y a plusieurs prisonniers, prisonniers politiques et prisonniers de droit commun qui croupissent là, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les prisonniers politiques. Ils sont arrêtés depuis des années et entre-temps, certains ont écopé de 10 ans, ceux-là qui ont déjà fait 6 ans et qui sont là-bas, et beaucoup n'ont même pas été jugés. Bien, quelle est selon vous la signification de la détention de prisonniers politiques pour l'image de la justice et de l'état de droit au Togo? Oui, je pense que le schéma, il est clair. La justice togolaise, je dirais pas qu'elle est caporalisée, mais elle est carrément au service d'un système. Il est difficile aujourd'hui pour tout Togolais de croire en la justice togolaise. Et sous plusieurs aspects, que ce soit sur les droits humains, que ce soit sur les litiges, tout, on a l'impression que cet appareil judiciaire fonctionne dans l'intérêt du système et de ses privilégiés. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir confiance que dans ça là, un magistrat togolais vous donnera raison. Et vous avez d'ailleurs peut-être lu ce message adressé par Maître Bokodjen au bâtonnier à propos de la situation de l'ordre aujourd'hui. Parce que vous savez, la justice, elle est très importante. Quand vous retournez dans les années 85-87, quand on parlait des associations pour le renouveau et autres, la lutte à travers pour les droits de l'homme s'est faite par le barreau. C'est le barreau qui était engagé dans la lutte contre les violations des droits humains. Aujourd'hui, on a l'impression que les avocats togolais ne sont plus pour la veuve et l'orphelin. Non. Ils sont en communication, n'importe quelle propagande, elle ne va pas cacher la réalité. La réalité, c'est qu'on a un pouvoir qui abuse. On a un pouvoir qui intimide. On a un pouvoir qui détourne la règle de droit pour régler des
pour des comptes, mais surtout pour dissuader les gens. Et j'ai appris, il y a 2 jeunes qui auraient été arrêtés, je pense, le lundi ou quand. Et donc, il y a beaucoup de cas qui montrent aujourd'hui que la justice togolaise n'est pas sérieuse. Je pèse bien mes mots. La justice togolaise n'est pas sérieuse. À commencer par les juges d'instruction et les procureurs. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas quel est ce juge d'instruction qui peut accepter que Jean-Paul Omolou soit détenu là où il est jusqu'à ce jour. Je ne comprends pas ce procureur qui puisse le maintenir en détention. Et tout un système est fait là. D'abord, même ceux qui ont été condamnés à 10 ans, pour quelle raison? Il n'y a rien qui justifie ces condamnations. Mais on le fait justement pour justifier le délai de détention préventive dans lequel on les avait mis, pour donner l'impression qu'ils étaient coupables. Non, c'est faux. Ces magistrats ne sont pas sérieux. Et moi, à mon avis, à un moment donné, il faut qu'on puisse lever le voile et qu'on puisse parler de ce que fait chacun. Quand un magistrat togolais rend une décision, parlons de ça, mettons son nom, trouvons la décision, toutes les inepties qu'il aurait écrites pour justifier la décision, mettons-le quelque part et ciblons son nom, partageons son nom pour que demain, tout Togolais qui le voit quelque part puisse le reconnaître comme ce magistrat qui aide à tuer des Togolais, qui aide à tuer des familles. Parce que c'est en fait ça le problème. Parce que quand tu es magistrat et que tu es complice de ces choses, et parfois, dans notre contexte togolais, on te dira, ah, beaucoup le font juste pour, parce qu'ils sont intimidés. Non, je suis désolé. Comment est-ce qu'un magistrat va dire qu'il est intimidé? Alors, j'ai plus de respect alors pour la victime qu'il a jugée, parce qu'au moins, elle s'assume, elle s'exprime. Donc, quand vous voyez tout cela, la justice togolaise aujourd'hui n'en est pas une. Disons-la, elle est à refaire. Je me rappelle en 2005, quand Faure Gnassingbé a pris le pouvoir, ils ont parlé, entre guillemets, de réforme de la justice. Joël, je ne sais pas si vous avez vu cette réforme, mais la seule chose que moi je dis, c'est qu'on a badigeonné les vieux bâtiments au tribunal de Lomé. Les mêmes bâtiments là, on les a bâtis. Mais la seule chose visuelle que moi j'ai ça aussi, c'est la réforme de la justice. On l'a badigeonné. Mais quand tu vas sur des aspects, la sélection d'abord de ceux qui vont à l'école de magistrature, tout ça, c'est pipé. C'est vraiment pipé. Donc, ça veut dire que cette justice, en réalité, n'existe pas. Il n'y a pas de troisième pouvoir au Togo. Et aujourd'hui, le fait même que, malgré son forcing dans la contrebande constitutionnelle, Faure Gnassingbé n'a pas formé de gouvernement, c'est pour nous confirmer en réalité que aucun ministre ne décide ou ne fait quoi que ce soit au Togo. C'est fort. Donc, il est toujours là, il fait son business. Il en est de même pour les magistrats et autres. Donc, dans un tel contexte, il est normal qu'on puisse dire ce qui ne va pas et pointer du doigt la justice togolaise, pointer du doigt les corps aujourd'hui qui sont le barreau, qui aussi ne fait pas le rôle qui est le sien, parce que quand vous discutez avec beaucoup d'avocats, ils sont menacés, les avocats eux-mêmes n'arrivent même plus à défendre, à suivre leurs clients. Et justement, pourquoi? Parce que le barreau est devenu complice aussi de cette situation d'ensemble. Moi, je pense que la chose que nous devons retenir de ces choses, c'est que ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils servent le système, ils doivent garder en tête que le système va se retourner contre eux aussi un matin. Et c'est cette même machine-là qu'ils servent là qui va aider à les plier aussi. Et justement, si on veut construire un Togo démocratique, il faut qu'on arrive aujourd'hui à remettre tout ça à plat et à refaire quelque chose d'intéressant, de compétitif. Beaucoup de magistrats aujourd'hui n'ont pas de promotion, ne sont pas considérés parce que, paraît-il que certains d'entre eux ne sont pas flexibles. C'est ceux qui sont flexibles, ceux qui sont prêts à faire les mauvais coups, qu'on envoie et qu'on promoit. Donc, il faut aujourd'hui qu'on puisse travailler à cela. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens doivent sortir le 30, parce que la justice, ça ne va pas. Que ce soit sur la question des droits humains, que ce soit dans le droit des affaires et tout ça, on sent qu'il y a une corruption à haute dose. On sent qu'il y a une machine qui est là et qui va à contre-courant des valeurs et des principes. Et c'est ça la réalité de la justice togolaise. Donc, aujourd'hui, la question des prisonniers politiques n'est qu'un pan de tout ce qui ne va pas dans le système judiciaire
togolais et qui doit être revu. Merci, Papa Kadidja. Quelles sont, selon vous, les principales attentes humaines? Justice, dignité, respect, sécurité, participation, qui orientent le comportement politique des citoyens au Togo aujourd'hui? Oui, je pense que avec cette question, je pense à Fexio d'abord qui disait de faire ta part. Et moi, je me rappelle cette phrase, elle nous a été rappelée par Feu Monseigneur Bariga, qui à l'époque nous disait qu'elle venait de Desmond Tutu, qui se référait effectivement à cette affaire d'incendie où l'oiseau devait aller chercher, le colibri, je pense, devait aller chercher de l'eau pour venir éteindre le feu, quelque chose comme ça. Et il tenait ses propos à l'époque où je faisais partie de ceux qui voulaient aussi faire leur part. J'ai été chef bureau de région de Savane pour la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et je pense que dans le cadre des travaux de la CVJR, on a fait beaucoup. On est allé convaincre des Togolais de s'ouvrir, de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas, de proposer. Et je pense que tout cela a permis à la CVJR de faire des recommandations. Et justement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que tout ce que nous avons fait comme problème, quand vous allez lire le rapport de la CVJR, toutes ces recommandations sont là-bas. Mais elles n'ont jamais été appliquées. Les gens n'ont pas pu l'appliquer. Les gens ont tout fait au point où même, dans les dépositions au niveau de la CVJR, malheureusement, la CVJR n'avait pas un mandat pour juger aussi, et puisqu'elle a fait des recommandations allant plutôt dans ce sens aux tribunaux. Et donc, les gens ont même voulu au niveau de la CVJR réécrire l'histoire, où des bourreaux ont voulu se faire passer pour des victimes. Mais les recommandations, elles sont là. Elles n'ont jamais été appliquées. Vous savez, l'une des peines pour moi, c'est le jour où j'ai vu que Fonya Singbe a décoré le major Kouloum. Je me suis posé beaucoup de questions. Ne serait-ce qu'à cause du rapport de la CVJR, on ne peut pas décorer le major Kouloum. Je suis désolé si je choque sa famille ou les autres, mais excusez-moi, ce n'était pas une référence dans ce Togo pour même être décoré. Mais si on a pu décorer quelqu'un comme le major Kouloum, ça montre le manque de volonté politique et le cynisme dans lequel nous sommes. Et donc, aujourd'hui, quand vous prenez les rapports de la CVJR et les recommandations de la CVJR, vous allez voir sur plusieurs plans, que ce soit la sécurité, ce soit le social, ce soit la réconciliation, il y a eu des recommandations très claires qui ont été faites. Et si Fonya Singbe s'était donné la peine de les faire, on ne serait pas là aujourd'hui. Si Fonya Singbe, je vous donne un exemple. Prenons déjà la question de la limitation des mandats. Si Fonya Singbe avait respecté cela, puisqu'il a amené son débat sur rétroactivité, il a fini ça. Mais aujourd'hui, il s'entête pour rester au pouvoir et il supprime, il fait une constitution de compromis. Ça veut dire que d'abord, il a carrément manqué de considération au rapport de la CVJR. Quand vous allez sur le cas de violation de droits humains et autres, les recommandations de la CVJR ont été très claires. Que si il y a des cas de torture et autres, il fallait engager la responsabilité des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie parce que ces éléments dépendaient d'eux et ils avaient l'obligation de faire en sorte qu'aucun de leurs éléments ne se livre à de tels actes de torture. Les recommandations ont été faites des gens, rien n'a été fait. Et tous ces gens le font, pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils le font pour l'intérêt de quelqu'un et ce quelqu'un est toujours content et la seule façon de montrer sa gratitude, c'est de ne pas les sanctionner, mais c'est plutôt de leur donner des avantages et des promotions. Donc, tout cela nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Donc, si Fonya Singbe ne se réveille pas pour prendre en considération ces choses, il aura beau investir quoi que ce soit dans la communication, payer des billets à Malik Nachaba, à Djurové, à Fang Bedi, et qui, je le sais, aux frais du contribuable pour aller se promener sur les plateaux en Europe, ça ne changera rien. Parce que c'est sur le terrain que les choses se font. Les Togolais voient l'injustice sur le terrain. Les Togolais voient l'impunité sur le terrain. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous voulez demander à un jeune d'espérer dans un pays où
ils voient que ce sont les mauvais seulement qui prospèrent. Dans un pays où ils voient que ceux qui sont accusés de vol, de détournement, sont toujours aux affaires, comment est-ce que vous pensez qu'on peut penser construire un Togo comme celui? Quand le gouvernement togolais s'amuse à blasphémer avec des extraits de notre hymne national en disant « Togolais, viens bâtissons la cité ». On va bâtir la cité comment? Avec qui? Qui? Avec des gens qui sont plus préoccupés juste par leurs privilèges et intérêts? Non, c'est compliqué. Donc, tout cela doit nous amener à comprendre que ça ne va pas. Et ça, on n'a pas besoin de le raconter à tout le monde. Je disais la dernière fois à quelqu'un, on comprend deux choses. Quand tout à l'heure, tu fais un accident, ou bien tu as un malaise, je ne vais même pas dire un malaise, à Kara, il n'y a aucune structure qui peut t'aider. Eux, peut-être dans la minorité, certains, un ministre même, j'ai appris, s'était fait évacuer par avion à partir de Niantougou. Mais imaginons si l'avion n'était pas disponible le jour-là. On allait aller l'enterrer comme les autres. Donc, comprenons que même si nous sommes proches, il peut y avoir des situations où nous allons tous en pâtir. Et ce n'est pas normal quand vous prenez la santé. Donc, ce n'est pas une affaire de on est contre quelqu'un. Non, on a tous envie d'être bien chez nous. On a tous envie d'être heureux chez nous. Pourquoi est-ce que je vais tomber malade et je vais chercher à ce qu'on m'évacue du Togo quand j'ai au Togo des gens qui sont professeurs titulaires en médecine? Ça veut dire qu'ils ont les mêmes compétences que les gens dans les autres pays. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont les infrastructures pour pouvoir servir les gens? C'est ça qu'on recherche. Quand vous prenez, on parle aujourd'hui de la route. Quand on n'a pas de route pratiquement et qu'on prend tous les risques, ça ne va pas. Ça n'affecte pas que moi seul, ça affecte beaucoup d'entre nous. Quand on parle d'accès aux subventions et autres, ça nous affecte tous. Aujourd'hui, quand vous prenez cette affaire qu'il y a dans la région des Savanes, cette affaire dite terreau, et quand vous prenez ça, analysez, faites des recherches, vous comprendrez que ces situations, on a beau dire que c'est les Occidentaux qui nous veulent du mal ou quoi, soyons sincères, cette situation trouve toujours un terreau fertile dans les endroits où il y a la mauvaise gouvernance, dans les endroits où l'État est absent, ou dans les endroits où les gens ont la perception que l'État est une menace pour le citoyen. Et donc, ça veut dire que tout cela, nous sommes concernés. Les impacts sont là-bas. Et si on ne prend pas en considération toutes ces chaînes et que certains croient qu'ils sont à l'abri, nul n'est à l'abri de quoi que ce soit. Donc, c'est tout cela que nous devons considérer, comprendre que ce dont on parle aujourd'hui ne concerne pas directement un individu, mais c'est un fait. Il y a eu 20 ans, Faure Gnassingbé a fait un coup d'État le 5 février 2005. Et à partir de ce 5 février 2005 à aujourd'hui, il y a 20 ans révolus. Dans ces 20 ans révolus, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait réellement? Les quelques travaux qui ont été faits et qu'on a voulu nous blaguer avec des rues, tout ça là, on a vu la qualité de ces travaux, on a vu que ces travaux n'ont pas duré. Alors, on paye des impôts chaque jour, ça va où? Ça sert à quoi? Justement, c'est ça les questions et les préoccupations de beaucoup de citoyens. Mais ce n'est pas parce que X aujourd'hui a un emploi et il est payé avec des misères, je dirais, qu'il va se dire que et puis c'est fini. Non. Donc, on doit comprendre que c'est quelque chose qui va au-delà de tous nos petits et tous ceux qui n'ont pas les mêmes conditions que moi. Aujourd'hui, quand on me parle d'hôpital de référence, combien de personnes peuvent aller à Dr Lafayette? Combien on a moyen d'aller? Voilà les questions. Aujourd'hui, quand on parle de questions comme l'assurance maladie universelle, nous avons des impôts, pourquoi on n'utilise pas cet argent? Et on va chercher 5% du salaire de tous les fonctionnaires pour donner un service qui n'existe même pas. Parce que certains se font prélever, ils n'ont pas leur carte AMU, certains se font prélever, le service qu'on leur donne n'est pas digne d'une assurance. Et tout ça, chacun est là à se morfondre dans son coin, au lieu que les Togolais puissent le dire et s'exprimer. Malheureusement, ce que beaucoup ne comprennent pas, on a l'impression que dans notre fonction publique au Togo, c'est elle qui emploie plus de Togolais. Je dis non, nous avons beaucoup de Togolais qui survivent par leurs propres moyens. Nous sommes des métayers, chacun débrouille à gauche à droite. Au Togo, on a combien de fonctionnaires en réalité face à notre population? Donc ça veut dire que c'est nous qui souffrons, qui permettons aux fonctionnaires même d'être payés. Donc, face à tout ça, il faut qu'on nous donne aussi les moyens de pouvoir vivre heureux et décemment dans notre pays.
On ne peut pas être absurde. Et quand on veut en parler, on menace, on arrête les gens. Donc, c'est ça le contexte global dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est ça qui doit attirer l'attention des gens. C'est très grave. Papa Kadidja, dans votre développement, vous faites allusion à la frustration des populations. J'ai deux petits exemples à vous montrer, mais les deux exemples montrent la même chose, vous faites voir la même chose. Le premier exemple, c'est vous qui l'avez montré. Vous êtes allé au CHU et vous avez filmé pour montrer aux populations ce que les malades vivent là-bas et comment les infrastructures au niveau de ce centre hospitalier est. Et bon, voilà. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, indépendamment de votre position. Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Alors, aujourd'hui, au lieu de faire une vidéo pour vous montrer ma face avec mon visage rébarbatif, j'ai plutôt voulu mettre ma voix sur des vidéos, des morceaux choisis de deux grandes structures qui sont essentiellement nos centres hospitaliers universitaires, celui de Tokoin et celui communément appelé campus. En français facile, je dirais que ce sont les deux plus grands hôpitaux du Togo. Les deux plus grands hôpitaux du Togo, c'est important de le préciser parce que c'est la référence s'il faut suivre notre structure sanitaire de santé publique, parlant de l'État togolais. Et je veux arrêter aussi la diversion. Quand on parle d'autres structures comme, comment ça s'appelle, c'est Dr. Lachela et autres, d'abord, ce n'est pas, c'est du privé. Je dis c'est du privé d'abord, et ensuite, c'est du privé grâce à l'argent des retraités ou des gens qui sont inscrits à la CNSS. C'est leur argent qui a permis de financer, de faire ces structures. Ceci étant clos, je reviens ici. En fait, ce qu'on veut parfois démontrer et ce qu'on veut montrer, c'est que il n'y a rien de personnel quand nous portons des jugements et des critiques. Non. Nous n'avons rien contre les individus pris isolément. Mais nous avons des griefs contre les individus pris isolément vis-à-vis des actes qu'ils posent ou qu'ils ne posent pas. Quand on parle de ces structures de santé, imaginez ce que vous voyez. Imaginez, des fois, la dernière fois, quelqu'un me disait que le syndicat qui survit le plus, c'est le Synfote. Je dis oui, mais non. Pourquoi? Parce que si on est membre du syndicat des personnels hospitaliers du Togo et que on ne peut pas revendiquer de meilleures conditions de travail, il y a problème. Parce que l'impression que le Togolais lambda a, les syndicalistes ne se lèvent que pour réclamer leur prime ou leur augmentation salariale. Dès que c'est réglé, le reste, c'est comme si les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent de l'intérêt public. Chacun se bat pour son intérêt privé. Et malheureusement, c'est la perception que nous avons de nos syndicats, y compris celui du personnel hospitalier. Parce que quand vous voyez tout ça, comment est-ce qu'un médecin peut accepter que des patients rentrent dans ça? Comment est-ce qu'un médecin peut accepter que de telles choses soient là, dans la mesure où tout cela même va contribuer à rendre malades les gens avant qu'ils ne quittent l'hôpital? On vient à l'hôpital pour guérir, non pas pour prendre d'autres maladies et partir. Même si on dit la guérison, le médecin aura beau faire son travail, mais le patient qui est venu, quand il va voir tout ça là, comment est-ce qu'il peut avoir le courage de rester ou d'espérer guérir dans un tel environnement? Le seul... Arrête cette vidéo, je vous mets la deuxième. C'est vraiment triste. Bien, écoutez ce jeune homme. Écoutez-le très bien. Actuellement, je suis au CHU Campus de Lomé. Heureusement, ils sont en chantier pour certains bâtiments. Dieu merci. Et par malheur chez nous, l'enfant de mon oncle est tombé dans une fosse de 3 mètres et quelques. Nous avons amené l'enfant ici.
Arrivé après les sérums, on nous envoie au scanner pour voir si l'enfant n'est pas cassé quelque part, tout le corps, quoi. C'est normal. On va au scanner, on finit le scanner, ils nous disent que celui qui doit interpréter le scanner, que la personne n'est pas là. Donc, 8 jours après, on doit revenir 8 jours après. On nous donne rendez-vous 8 jours après. C'est le bâtiment du scanner que j'ai mis en haut là-bas. 8 jours après. C'est-à-dire, c'est de l'urgence. On ne sait pas si l'enfant est cassé quelque part ou bien il y a fracture, quelque chose comme ça. Mais vous avez le cœur. Hein. Celui qui doit interpréter le scanner, lui, n'est pas là. C'est 8 jours après, lui va venir. Vous avez le cœur. Hein. Vous avez vraiment un gros cœur. Voilà, donc vous avez écouté le jeune et puis vous êtes écouté votre propre vidéo. Comment les frustrations et les désillusions vécues par les populations influencent-elles leur rapport aux institutions et aux responsables politiques? En fait, c'est difficile, hein, parce que je pense que le simple fait d'imaginer que quelqu'un est malade, mais quand il arrive à l'hôpital, personne ne se préoccupe de son sort. Chacun, c'est-à-dire, il y a un désintérêt total. Vous allez sur d'autres aspects. Quand on lève cette affaire d'hôpital, prenons l'éducation. Quand vous voyez la plupart des écoles, cet exemple, le lycée du 2 février à Agbalpedo, qu'on a fermé, ça fait déjà 2 ans ou 3 ans pour reconstruire. C'est-à-dire, quand vous voyez tous ces aspects, vous vous demandez, vous savez, il y a ce qu'on appelle les secteurs clés, c'est-à-dire le social, la santé et le sanitaire, c'est-à-dire il y a des domaines clés où malheureusement rien n'est fait. Et on a l'impression à chaque fois que même quelque chose est fait, on le présente aux gens comme une faveur pour laquelle ils doivent féliciter. Vous avez le dernier ministre, bon, celui qui était le professeur Miziawa, qui était ministre de la Santé. Il a son temps à nous arracher les oreilles avec son affaire de contractualisation. Mais quand vous allez au fond de cette affaire de contractualisation, il n'a contractualisé que les services qui ramenaient de l'argent. Donc en réalité, ils ont sécurisé les sources d'argent dans les hôpitaux en les sous-traitant à d'autres personnes. Mais là où on demande de l'investissement, rien n'est fait. Au point où les gens disent qu'ils ont même préféré investir dans la morgue au CHU Tocoin plutôt que dans l'accueil des patients et autres. Et donc, ça veut dire que tout est à un niveau où on a l'impression que le pouvoir public, les leviers publics ne servent qu'à servir des intérêts particuliers. Ce n'est plus un système adressé ou en réponse aux besoins ou aux préoccupations réelles des populations. Et ça, c'est nous qui sommes à Lomé et nous plaignons, nous qui peut-être sommes encore plus proches de ces grands centres de santé. Imaginez ceux qui sont loin de Lomé, ceux qui sont dans des unités de soins primaires où même l'aspirine, entre guillemets, n'est pas gratuite, ou pratiquement rien n'est gratuit. Donc, tout cela fait aujourd'hui que le Togolais arrive à un niveau où chacun se dit, bon, moi aussi, si je trouve pour moi, je prends, c'est tout, et je pars. Et comme conséquence, quand aujourd'hui, vous avez une responsabilité, le seul conseil présumé conseil, parce que c'est pas un conseil, le seul présumé conseil que vos proches vous donneront, c'est de profiter en même temps de là où vous êtes là pour pouvoir aussi faire des réalisations. C'est-à-dire facturer, détourner les produits. Bref, c'est dans ça que tous les Togolais sont arrivés aujourd'hui parce que la crise de confiance est là. Personne ne croit plus en quoi que ce soit. Même quand aujourd'hui tu te bats ou tu veux donner le rêve ou l'espoir à un Togolais, il pense que toi aussi tu fais juste ton bruit pour pouvoir trouver ta part quelque part et le laisser en cours de route.
Et donc, c'est à ça qu'on est arrivé aujourd'hui, au point où, même quand vous prenez tous les services à la base, y compris les mairies et autres, personne n'a plus confiance en cela. Malgré tout ce qu'on a beau dire, les Togolais ont vu les maires durant les 6 dernières années. Et en dehors des taxes qu'ils ont plus collectées, beaucoup de Togolais ne sont pas capables de vous dire qu'ils ont ressenti la valeur ajoutée de la présence. Bien sûr, dans certaines mairies, vous diront qu'elles ont fait la différence, mais sur le fond, vous verrez que les Togolais n'ont rien parlé de ceux qui sont dans les pays occidentaux. Je veux parler de d'autres pays africains où vous le faites. Moi, j'ai vécu dans un pays où ma famille était là, tout ça, mais à la fin du mois, ce qu'on payait pour l'eau ne dépassait pas l'équivalent de 3 000 francs CFA au Togo. Donc, vous comprenez. Ça veut dire que, oui, ça veut dire que le service, il est là, il doit être accessible aux gens et à des prix compétitifs. Parce que si vous chargez tout ça à la fin de la journée, ce n'est pas bon. Ce n'est plus accessible aux gens. Et la conséquence, c'est que c'est nous, les citoyens, qui payons l'ardoise. Vous avez appris que les ministres ne payent pas de facture. Donc, ils ne peuvent pas comprendre ce dont on parle. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais nous payons ces factures-là. Et nous payons sur beaucoup de choses. La taxe, tout ce qui est chose. Vous avez vu, il y a une arnaque qu'on appelle maintenant, et ils appellent ça quitus ou quoi sécurisé. C'est-à-dire, on vous dit qu'il y a un quitus, il y a un petit chose là qu'ils vont payer à l'OTR et que vous mettez sur l'eau, les boissons, tout ça là. Et donc, en réalité, toi, tu vas à l'hôtel, tu leur dis, j'ai besoin de tel nombre, ils te donnent. Et tu viens, tu colles sur tes boissons, de l'eau et tout ça là. Donc, quand ils feront une visite inopinée dans ta boutique, s'ils trouvent qui n'ont pas l'étiquette là, tu es sanctionné. Mais maintenant, la communication est de dire que c'est un marquage sécurisé qui nous permet d'éviter les produits piratés et autres. Je ne vois pas comment est-ce que un quitus que moi-même je peux aller payer à l'OTR et venir coller sur les choses dans ma boutique. Comment est-ce que ça peut garantir que ce qu'on me vend est de la qualité et n'est pas contrefait? Non, il n'y a aucune garantie. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça permet à l'OTR de ramasser des sous et de mettre en poche. Mais la vérité, c'est que ces sous-là, c'est sur vous et moi que ça pèse. Parce que ce n'est pas le commerçant. C'est nous qui payons l'addition finale. Même les quitus là, c'est nous qui payons pour ça. Donc l'eau sur laquelle nous prenons, le quitus est sur ça. Donc ça veut dire qu'on a payé aussi l'argent du quitus. Et donc c'est une chaîne qui se décupe à différents niveaux et nous met dans une sorte de fragilité financière. À la fin du mois, je me rappelle, il doit y avoir 2 ou 3 mois, j'ai fait une vidéo pour expliquer une magie. En partant du salaire d'un policier pour arriver à la fin du mois, s'il n'a pas d'enfant, il va déjà dans le négatif. Mais il fait une magie pour survivre. Donc ça veut dire que quelque part, il y a tout un système qui permet à d'autres qui savent que ça ne va pas, mais comme eux, ils ont les moyens pour pouvoir faire la pression sur d'autres, bon, ça ne leur dit rien. C'est la même chose pour les fonctionnaires dans tous les autres services. S'ils peuvent se faire corrompre, ils peuvent pousser à la corruption, eux, ils ajustent leur fin du mois et disent que tout va bien dans le pays. Alors qu'en réalité, ça ne va pas. C'est le pauvre qui paye l'ardoise dans tout ça. Et donc, ce sont là des réalités que nous devons comprendre et qui aussi nous amènent à comprendre que la confiance n'est plus là. Parce qu'aujourd'hui, ce que beaucoup ne disent pas, quand on dit que Faure Gnassingbé a fait 20 ans, durant les 20 ans de Faure Gnassingbé, il a changé plusieurs premiers ministres. Même si des ministres comme Bara ont fait 18 ans, on suppose au moins qu'il a au moins changé tout le monde. Et ça ne va pas. Alors, si en tant qu'entraîneur, ou même président, disons président d'un club, tu as changé les joueurs, ça n'a pas marché. Tu as changé d'entraîneur, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on a besoin de te crier qu'il faut changer de président pour que ça marche? Parce qu'en réalité, ça veut dire que le problème, c'est au niveau du président. Ce ne sont pas les...
C'est la tête qui est malade. Il ne sert à rien aujourd'hui de passer notre temps à dire que ce sont les collaborateurs, les ministres qui ne sont pas à la hauteur. Parce que je suppose, vous êtes ici, vos modos sont là. Si vos modos font un mauvais travail, c'est à vous de les rappeler à l'ordre. C'est dans cette situation qu'on est au point où aujourd'hui, les Togolais ont perdu tout espoir. Surtout quand on réussit une arnaque qui est celle de leur dire que les mêmes qui ont fait 20 ans en tant que président leur promettent dorénavant un bonheur infini parce qu'ils deviendront premier président du conseil. Ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Et ce qui est mauvais avec l'arnaque, plus c'est gros, ça s'accepte facilement. C'est-à-dire, ça s'accepte facilement. C'est comme une affaire où tu es là, tu as eu plusieurs femmes, elles n'ont jamais pu procréer, et soudainement tu dis, ah, c'est peut-être parce que la maison où j'étais est maudite, il faut que je change de maison pour pouvoir engrosser une femme. Donc, c'est un peu dans ça. Et quand vous le prenez sur le plan politique, vous comprendrez que c'est encore plus grave que ce qu'on voit. Donc, aujourd'hui, les Togolais, en réalité, dans cette arnaque qui leur a été vendue, on leur a promis un président du Conseil à l'écoute. Depuis juin que les Togolais parlent, est-ce qu'ils ont écouté leur président du Conseil? Est-ce qu'ils seront de l'ancien président de la République à qui ils avaient affaire? Pire, aujourd'hui, ce sont des ministres qui ne sont pas en activité, qui viennent parler. Quand lui, au moins, dans sa constitution de contrebande, est la seule institution gouvernementale, ne parle pas, ne s'adresse pas aux Togolais. Donc, je dirais à un ami que je sois en boubou ou bien que je sois en veste, je suis le même. Donc, tout à fait, rien de à mon niveau. Donc, peu importe le titre, 20 années nous ont permis de nous convaincre que Faure Gnassingbé n'apportera aucune solution pour plusieurs raisons que lui-même connaît mieux. Et ce n'est pas en changeant aujourd'hui les choses que ça va changer. Justement, Papa Kadidja, quand il y a une crise dans un pays, on a l'habitude, je prends l'exemple du Togo. Quand il y a une crise, il y en a qui disent non, il faut le chasser, il faut chasser le chef de l'État. Il y a d'autres qui disent non, il faut discuter avec lui, il faut dialoguer. Or, dans notre pays, il y a eu plusieurs dialogues, près d'une trentaine de dialogues qui n'ont jamais abouti. Ça n'a jamais abouti et c'est le chef de l'État qui est toujours là. Alors, je m'en vais vous poser la question. Donc, on dit souvent que discuter avec un régime autoritaire peut être un piège. Pourquoi, selon vous, ce dialogue ne mène-t-il pas toujours à de vrais changements? Oui, en tout cas, je dirais que vous avez déjà planté le décor parce que quand vous prenez le nombre de dialogues qu'il y a eu au Togo, je veux Kodjo et tous ceux qui sont déjà passés là, ils pourront vous dire que peut-être qu'ils continuent encore les dialogues dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que il faut mettre en œuvre les choses. Moi, je ne vais pas aller dans le passé. Je vais rester sous Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a pris l'initiative de l'accord politique global. Les recommandations de l'APG et les enseignements. Quand vous prenez tout ce qu'on a appelé comme dictature ou régime autoritaire de par le monde, a montré une seule chose, c'est qu'il ne faut jamais laisser la mobilisation et dialoguer avec un régime. Le seul moment où vous pouvez accepter un semblant de dialogue, c'est peut-être pour discuter des conditions de sortie du leader en question. Là, vous pouvez aller à un dialogue. Mais pour le reste, il ne sert à rien parce que tout dialogue que vous ferez avec lui va viser à le garder en place. Et on l'a vu déjà avec Eyadema au lendemain de la conférence nationale souveraine, il est resté en place. Et on l'a vu avec qui est venu, il a fait toutes les promesses qu'on peut faire à une femme. Et aujourd'hui, la déception là, il n'a pas venu donner la dot.
Donc, c'est ça en fait. Donc, c'est juste pour calmer les ardeurs que ces choses se font. Donc, aujourd'hui, par exemple, dans le contexte du Togo, s'il faut parler de dialogue, je pense que peut-être ce serait avec le parti UNIR, entre parenthèses, mais avec un Faure Gnassingbé qui est hors service. Mais parler d'un dialogue où Faure Gnassingbé reste encore aux commandes, où Faure Gnassingbé ira aux élections, c'est du bluff et ça ne donnera rien. Et donc, il faut maintenir la mobilisation pour que Faure Gnassingbé comprenne qu'il a changé des premiers ministres, il a changé des ministres, il a changé des préfets, il a fait tout ce qu'il pouvait en 20 ans. Il est temps aujourd'hui qu'il se change lui-même. Et donc, un dialogue va viser peut-être à discuter pour s'assurer comment est-ce qu'on fait que l'après-Faure Gnassingbé soit sur des bases consensuelles, avec des modus operandi consensuels. Mais si c'est discuter encore avec Faure pour dire qu'il a écouté, qu'il va faire promettre, mes amis, vous pouvez retourner lire je pense que c'était les 100 plus de Faure ou bien 10 plus de Faure, quelque chose comme ça qu'il avait fait en 2005 là. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est de là. Et moi, ce que je retenais d'ailleurs, il avait promis 1000 terrains de jeu. Comme j'aime jouer au football, je n'ai pas vu un seul terrain fait. Mais de l'autre côté, j'ai vu un voisin qui a fait des efforts et construit des stades qui peuvent quand même représenter quelque chose. Ici, tout ce que notre chef de l'État va inaugurer, c'est des initiatives soit financées par des pays étrangers ou bien des initiatives privées faites par des gens avec choses. Ou à la rigueur, ce qu'ils font, c'est privatiser les entreprises publiques à travers des mécanismes opaques où, à la fin de la journée, on a l'impression que ce sont eux-mêmes qui reprennent les entreprises d'État à leur propre... Ce sont les réalités qu'on a quand même observées. Donc, il ne faut pas croire à quelque dialogue que ce soit si il est proposé par Faure Gnassingbé ou Faure Gnassingbé reste aux commandes pour le dialogue. Bien, merci. Et puis, le renouveau du pays dépend-il de la seule opposition ou aussi de ceux qui quittent le système pour se rapprocher du peuple? On voit en fait, plusieurs cas. Parce que je pense que pour la lutte pour le changement, tout le monde, de ceux qui ne faisaient pas partie du système, si c'est le cas, on répète les mêmes erreurs, mais c'est le changement au profit de nous tous, avec des règles consensuelles. Et c'est ça qu'on cherche. Donc, à ce titre, il faut comprendre que ça viendra de tous les acteurs, qu'ils soient acteurs politiques classiques, qu'ils soient de la société civile ou autres. Il faut voir les idées que les gens apportent et non leur physique ou leur origine ethnique ou leur pratique religieuse. Parce que si on veut aller dans ça là, on ne va pas s'en sortir demain. On risque de la tour de Babel.